Please be seated. Veuillez vous asseoir. Morning. Le président, rebonjour. Maître Naouri, je vous redonne la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour conclure sur l'incident de Yopougon, il est apparu que la réalité est que les faits allégués par le procureur, pour autant qu'ils aient existé, semblent avoir... Merci, Monsieur le Président. Voilà, le direct. It's not fundamental, but still. Le président, c'est pas fondamental, mais enfin, voilà. Alors, je reprends. Pour conclure sur l'incident de Yopougon, la réalité est que les faits allégués par le procureur, pour autant qu'ils aient existé, semblent avoir été commis par toutes sortes de groupes disparates, n'obéissant qu'à une logique, celle du pillage et de l'enrichissement. Certains incidents pourraient être le résultat d'affrontements entre groupes indéterminés, d'autres encore être le résultat d'actions criminelles menées par des bandes. Un tout dernier mot concernant l'armée. Nous avons déjà dit qu'au mois d'avril 2011, l'armée française avait détruit toutes les positions de l'armée ivoirienne à Abidjan et que cette armée avait virtuellement cessé d'exister. Face à cette réalité, le procureur en est réduit à se rabattre sur une notion de structure parallèle. C'est une nébuleuse, une structure que le procureur n'arrive jamais à démontrer, comme nous le disions dans nos soumissions écrites. Et nous vous renvoyons à l'annexe 5, paragraphes 449 à 503. La réalité est qu'en avril 2011, le chaos règne à Abidjan. Tous les responsables militaires ont déserté et les derniers à se battre le font sans structure et sans hiérarchie. La démonstration du procureur serait due à dire que ceux qui se battent encore en 2011 feraient partie de la structure parallèle. Ceci n'est pas une démonstration. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Madame Naouri. Le président, merci, Maître Naouri. Maître Altit. Monsieur, c'est le professeur Jacobs qui prendra la suite. Maître Jacobs, please. Le président, Maître Jacobs, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Nous venons de le voir, le procureur a failli lorsqu'il s'agissait d'apporter à la Chambre une preuve qui puisse avoir une quelconque qualité et donc une quelconque valeur en tant que preuve. Cette faiblesse de son dossier explique sûrement sa position tant au cours de sa présentation orale, il y a quelques semaines, que dans sa réponse écrite déposée début septembre. Que nous a dit le procureur pendant presque 3 jours? Qu'il ne faudrait pas évaluer sa preuve, qu'il faudrait la prendre à son niveau le plus élevé. Et je vous renvoie au paragraphe 34 de sa réponse. Qu'on doit le croire sur parole, que son interprétation des faits est la seule raisonnable, que ses suppositions sont les seules à prendre en compte, que ses présupposés sont les seuls acceptables
et qu'ils suffisent pour continuer le procès. Pourquoi ne veut-il pas que sa preuve soit évaluée? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que soit révélé au grand jour à quel point son dossier est vide. Pourtant, la présente procédure, telle que l'a posée la Chambre, est très claire. Elle permet à la défense de pouvoir présenter des soumissions exposant en quoi la preuve du procureur est insuffisante pour soutenir ses allégations factuelles et donc une condamnation. Cette procédure a donc la question de l'insuffisance de la preuve au cœur de sa logique. Et cela a deux conséquences. Premièrement, pour expliquer en quoi la preuve du procureur est insuffisante, il faut bien que la défense puisse discuter de la qualité de cette preuve et de la manière dont elle doit être évaluée. Dans le cas contraire, la procédure n'aurait aucun sens. Deuxièmement, cette procédure implique forcément que la Chambre, lorsqu'elle rendra une décision sur la demande de non-lieu présentée par la défense, de non-lieu total présentée par la défense, devra elle-même procéder à une évaluation de la preuve du procureur, ce qui implique forcément une évaluation de son authenticité, de sa pertinence ou de sa crédibilité. Alors, pour contourner cette nécessaire évaluation de sa preuve, le procureur affirme qu'elle doit être évaluée, et comme je l'ai dit, à son niveau le plus élevé. Mais le procureur avance une position qui est purement théorique et qui ne peut exister lorsque l'on s'intéresse à la logique d'un procès. En effet, cela veut dire quoi, niveau le plus élevé? Pour le procureur, cela voudrait dire qu'il faut prendre comme vrai la teneur d'un document ou d'un témoignage, qu'il faudrait la présumer, et je cite, digne de foi. C'est au paragraphe 34 de sa réponse. Pourtant, il faut bien s'intéresser à la preuve elle-même pour connaître son niveau le plus élevé. Il n'y a pas de niveau élevé abstrait, théorique. Par exemple, un document manuscrit dont on ne sait rien, rien sur la chaîne de possession, rien sur l'auteur, rien sur l'origine, ne peut pas être mis sur un document officiel, sur le même plan qu'un document officiel. De la même manière, la teneur d'un témoignage ne peut être évaluée que par rapport à qui est le témoin, quel est le contexte où il aura appris telle ou telle information. Une information n'a pas de valeur élevée en soi, n'a pas de niveau élevé en soi. Elle ne vaut que par la solidité de sa source. Suivre le procureur sur ce point reviendrait à mettre par exemple sur le même plan le témoignage d'un expert de la NASA qui affirmerait avoir la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre et celui d'un fermier du Texas qui vous dit qu'il a vu des petits hommes verts dans son champ. Nous n'évaluerons pas ces deux témoignages de la même façon, à l'évidence. Mais pourtant, c'est ce que vous propose de faire le procureur. Dans le même sens, une autre manière pour le procureur de vouloir éviter que sa preuve soit soumise à un examen critique est d'affirmer qu'à ce stade de la procédure, la Chambre devrait procéder uniquement à une analyse qu'il appelle objective. Et je vous cite les transcrits T221, page 10, lignes 14 à 19. En conséquence,
le critère est un critère très objectif. Sur la base des éléments de preuve dont vous êtes saisi, est-ce que toute chambre de première instance, agissant de façon raisonnable, condamnerait les accusés? Et en décidant si toute chambre de première instance pourrait de façon raisonnable condamner les accusés, cette chambre s'abstiendra également d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve présentés lors des dépositions ou documentaires. Fin de citation. En réalité, le procureur nous dit encore une fois la même chose. Pour lui, objectif, c'est qu'il faut prendre la preuve pour argent comptant. Mais il y a ici un détournement linguistique clair. En effet, ce que le procureur vous propose n'est pas une analyse objective, mais une analyse subjective et biaisée, qui consisterait à ne prendre que le point de vue du procureur pour comprendre un élément de preuve. Une véritable analyse objective consiste à s'intéresser aux documents ou aux témoignages soumis par le procureur, indépendamment de ce qu'en dit le procureur lui-même. Une véritable analyse objective est donc tout l'inverse de ce que le procureur vous invite à faire. Le procureur semble aussi penser, par analyse objective, que vous devriez vous poser la question de savoir si un autre juge, on ne sait pas qui, une autre chambre, on ne sait pas laquelle, pourrait condamner sur la base de ces éléments de preuve. Comprenons bien, le procureur vous demande, même si vous deviez trouver son dossier vide, et par conséquent qu'il n'a pas démontré les charges au-delà de tout doute raisonnable, de vous poser la question abstraite de savoir si un hypothétique autre juge pourrait ne pas être d'accord avec vous. Au-delà du fait qu'il s'agit là d'un exercice intellectuel un peu étrange que vous propose le procureur, il faut bien comprendre la conséquence de cette proposition. Même si vous, qui siégez concrètement sur cette affaire, pensez qu'il doit être mis fin à ce procès, vous devriez vous abstenir de le dire et prolonger la procédure inutilement. Cela serait tout à fait absurde et surtout, comme le faisait remarquer le juge Frémère dans l'affaire Routot, continuer le procès dans de telles circonstances serait à l'évidence contraire aux droits de l'accusé. Et je vous renvoie pour cette référence à la décision 20-27, l'opinion séparée du juge Frémère, paragraphe 19. Autre manière pour le procureur de vouloir limiter la capacité de la défense à démontrer la vacuité du dossier de l'accusation, il explique que nous ne serions qu'à mi-parcours du procès. Et je vous renvoie au transcrit T221, page 14, ligne 21. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Le procureur prévoit-il de présenter à la Chambre de nouveaux éléments de preuve qui permettraient de sauver son dossier
Sauf à ce que la défense ait raté une étape de la procédure, il nous semble que le cas du procureur est terminé. C'est donc qu'il a présenté toute sa preuve et il n'y a aucun obstacle à ce que nous puissions tous ensemble constater son insuffisance. Enfin, une dernière manière pour le procureur d'échapper à l'évaluation de sa preuve, tout simplement ignorer la jurisprudence de cette Cour dans l'affaire Routot. Premièrement, vous noterez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, l'évolution de la position du procureur sur cette question. Il y a quelques mois, il vous présentait l'affaire Routot comme le modèle à suivre. Mais au fur et à mesure du temps, parce que la défense a montré que le procureur essayait de faire dire à cette décision ce qu'elle ne disait pas, le procureur a, écriture après écriture, au contraire tenté de faire oublier ce précédent. Au point qu'en audience, le mois dernier, cette décision n'est évoquée qu'en quelques lignes, pour dire oui, il y a une autre jurisprudence, mais bon, c'était exceptionnel là-bas. Il ne faut pas trop s'y intéresser. Je vous renvoie au transcrit T221, page 14, ligne 24, à la page 15, ligne 4. Ce rétropédalage est bien compréhensible, puisque la majorité de la Chambre dans l'affaire Routot a dit l'exact inverse de ce que le procureur voudrait que la présente Chambre fasse ici. Ainsi, tant les juges Frémer qu'Eboué et Osuji ont expliqué qu'il serait contraire au droit de la défense que les juges ne s'intéressent pas à la qualité de la preuve, notamment la crédibilité des témoins, au stade actuel de la procédure. Dans son opinion séparée de la décision en insuffisance de moyens dans l'affaire Routot, le juge Eboué Osuji expliquait, et je cite, c'est le paragraphe 115 de son opinion séparée, dans le contexte d'une requête en insuffisance de moyens à charge à la CPI, une chambre de première instance devrait donc prendre en considération le dossier de l'accusation dans son ensemble. Au cours de ce processus, une chambre devrait, à mon avis, être libre de procéder à un examen provisoire des forces et faiblesses du dossier de l'accusation, en tenant compte des éléments suivants: corroboration, contradiction, tant qu'interne que révélée par les contre-interrogatoires, et autres éléments ayant une incidence positive ou négative sur la crédibilité ou la fiabilité. Fin de citation. Dans le même sens, le juge Frémer notait, et je cite, donc c'est paragraphe 144 de la décision 20-27. Rien n'empêche une chambre de première instance d'apprécier la crédibilité des témoignages au stade de l'évaluation de l'insuffisance des moyens à charge. En dehors du cas où il peut être considéré que la thèse de l'accusation est sur le point de s'effondrer.
et il précise que ce serait contraire aux intérêts de la justice qu'une chambre ne procède pas à une telle évaluation. Le procureur essaie de minimiser l'utilité de cette jurisprudence en invoquant les supposées circonstances exceptionnelles de l'affaire Routot, paragraphe 41 de sa réponse. Pourtant, s'il est vrai que les juges ont noté dans l'affaire Routot l'effondrement total du cas du procureur, ils ont posé des principes généraux qui s'appliquent quelles que soient les circonstances, et ce pour une raison simple. Ce sont des principes de bon sens qui, s'ils n'étaient pas suivis, porteraient atteinte aux droits de la défense et limiteraient la capacité des juges à exercer leur fonction de rendre la justice. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur vous a demandé de suspendre votre jugement critique et de ne pas réellement vous intéresser à son dossier. Et pourtant, nous sommes ici devant vous parce que le procureur ne doit plus être autorisé à fuir ses responsabilités. Il ne doit plus pouvoir échapper à un examen approfondi de sa preuve et de la façon dont il a construit son cas sur du vent. Il ne doit pas pouvoir empêcher qu'apparaissent au grand jour les failles méthodologiques béantes qui fissurent tout son dossier. Et pour que vous puissiez exercer votre fonction, il convient de ne pas suivre le procureur dans une méthodologie d'évaluation de la preuve telle qu'il vous l'a présentée en audience, qui ne peut aboutir qu'à une impasse, puisqu'elle vous invite à ne pas réellement lire les documents qu'il vous a pourtant soumis et à ne pas écouter ce qu'ont dit ses propres témoins pour ne retenir qu'une chose, ce qui confirmerait son narratif. Ce sera le premier point développé ici. Une fois sortie de cette impasse méthodologique, la Chambre pourra aisément constater, dans la réponse du procureur, l'incroyable décalage qui existe entre l'ampleur des allégations et la pauvreté de la preuve qu'il apporte. Ce sera le second point développé. Enfin, il conviendra dans un troisième et dernier temps de mettre en lumière le fait que la pauvreté de la preuve du procureur s'explique par la construction juridique que le procureur a échafaudée dans sa réponse, dans le but de n'avoir à démontrer que le moins de choses possible. Donc, premier point ici, l'évaluation de la preuve. Je commence par la question de la crédibilité des témoins. Le procureur nous a expliqué, à plusieurs reprises, dans sa réponse écrite et lors des audiences, que pour lire sa preuve, il suffit de croire sur parole tout ce qui, selon lui, serait incriminant, et rejeter tout ce qui pourrait paraître exonératoire. Par exemple,
le procureur dit qu'il ne faudrait pas croire ces témoins militaires ou policiers sur certains aspects de leur témoignage, puisque ces derniers auraient un intérêt à cacher des aspects incriminants pour eux-mêmes ou pour le président Gbagbo. Et je vous renvoie au paragraphe 65 et suivant de la réponse du procureur. Le procureur prend pour exemple, dans sa réponse au paragraphe 66, le fait que certains hauts responsables militaires ne se souviendraient pas de telle ou telle réunion. Déjà, on peut noter que quelle réunion serait incriminante ou pas est à ce stade une appréciation purement subjective du procureur. Surtout, on peut se demander ce que vaut cet argument lorsque l'on sait que pour le procureur, avoir eu le moindre rôle dans la structure de l'État à cette époque marque forcément l'appartenance à un cercle d'initiés qui aurait mis en place un supposé plan commun. Et donc forcément pour le procureur, absolument toute rencontre entre responsables politiques et ou militaires pendant la crise est forcément une réunion conspirationniste entre initiés pour mettre en œuvre ce supposé plan commun. Donc dans la réalité parallèle du procureur, ouvrir la bouche, c'est déjà s'auto-incriminer. Par conséquent, si l'on suit l'évaluation sommaire, psychologique sommaire du procureur, ces témoins militaires auraient dû nier toute réunion qui aurait pu avoir lieu à cette époque, ce qu'ils n'ont à l'évidence pas fait. Le procureur affirme aussi que le fait qu'il a dû utiliser la déclaration antérieure de ces témoins lors de leur témoignage, de ces témoins militaires, on s'entend, montrerait leur réticence à parler de certains sujets. Deux remarques là-dessus. Premièrement, la Chambre constatera aisément, après analyse, que lorsque le procureur a confronté ces témoins militaires avec leurs déclarations antérieures, ce fut fréquemment pour leur demander de confirmer des oui-dire ou des spéculations, qui la plupart du temps étaient obtenues du témoin du fait de l'insistance, parfois même de l'énervement des enquêteurs du bureau du procureur, qui n'obtenaient pas du témoin ce qu'il voulait. Est-ce vraiment étonnant que des années plus tard, ces témoins ne se souviennent pas de ces spéculations ou ne veuillent pas les répéter sous serment? Deuxième remarque, il faut noter que si pour le procureur, le fait d'utiliser la déclaration antérieure d'une personne lors de son témoignage devant la Cour remet en cause sa crédibilité, ce principe devrait logiquement s'appliquer à tous les témoins du procureur, pas uniquement ces témoins militaires. Or, rappelons-le, ce sont 35 des 57 témoins viva voce du procureur pour lesquels ce dernier a dû citer la déclaration antérieure pour tenter d'obtenir ce qu'il voulait.
Parmi ces 35 témoins, un grand nombre de témoins des faits, qui ont fréquemment présenté en audience des récits différents et sur certains points opposés à ce qu'ils avaient dit dans leur déclaration antérieure. Malgré cela, le procureur ne remet pas en cause leur crédibilité, malgré ces contradictions, uniquement parce que cela l'arrange. Ce n'est pas une méthodologie acceptable. Enfin, pour le procureur, une raison pour laquelle ces témoins ne seraient pas crédibles, le fait qu'ils étaient sous l'autorité de Laurent Gbagbo en 2011. Et je vous cite le paragraphe 71 de la réponse du procureur. Enfin, mais sans s'y limiter, on ne saurait ignorer que Laurent Gbagbo nommait et accordait des promotions aux généraux, aux postes et aux rangs qu'ils occupaient au moment de la crise. Par conséquent, la Chambre devra prendre en considération la loyauté dont les généraux ont pu faire preuve lorsqu'ils ont fait leur déposition. En tant que commandant en chef, Laurent Gbagbo avait joué un rôle important en déterminant leur parcours professionnel. Fin de citation. Mais il y a là un problème logique évident. Tous les responsables militaires de l'époque ont été promus sous Alassane Ouattara et dépendent aujourd'hui de lui. Si l'on suit le raisonnement du procureur, ces témoins n'auraient-ils pas eu, au contraire, intérêt à incriminer Laurent Gbagbo pour faire plaisir aux nouvelles autorités ivoiriennes dont ils dépendent depuis 2011 ? Ici comme ailleurs, le procureur veut éviter d'accepter une hypothèse simple, que ces témoins, aux responsables, ont tout simplement dit leur vérité. Mais cette hypothèse, le procureur ne peut l'accepter, puisqu'alors il serait obligé d'accepter que tous ces témoins, loin de confirmer son narratif, ont donné à voir une réalité qui est l'exact opposé de ce qu'affirme le procureur. Toujours concernant l'évaluation de la crédibilité des témoins, vous noterez que le procureur, qui est prompt à remettre en cause la sincérité de certains de ses propres témoins lorsqu'ils ne vont pas dans son sens, ne semble donner aucune valeur aux circonstances dans lesquelles d'autres témoins ont témoigné et qui pourraient avoir eu une influence sur leur témoignage, quand les témoins lui disent ce qu'il veut entendre. Ainsi, il est ressorti du dossier, et je me cantonne à ne dire que cela en audience publique pour le moment, que plusieurs témoins du procureur ont été entendus alors qu'ils étaient en détention en Côte d'Ivoire. Ce qui soulève la question des pressions qu'ils auraient pu subir par les autorités ivoiriennes actuelles. Et avec votre autorisation, j'aimerais passer rapidement à huis clos partiel pour donner quelques précisions. Monsieur le Président. Le Président. Nous allons donc passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
la greffière d'audience. Nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Maître Jacob. Notons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que le procureur est assez sélectif quand il s'agit de deviner quelles seraient les motivations de ces témoins. En effet, alors qu'il procède à une évaluation psychologique un peu sommaire de ces témoins militaires, il ne l'applique pas à ces témoins des faits, qu'il croit sur parole, quoi qu'ils disent. Mais nous avons vu hier que nombre de témoins des faits étaient entre les mains d'associations qui agissaient pendant la crise pour le compte de responsables de l'hôtel du Golfe. Si l'on suit le procureur, ces témoins n'ont-ils pas objectivement toutes les raisons de ne rien dire qui puisse révéler le rôle des rebelles pendant la crise, notamment dans le déroulé des incidents du 16 décembre 2010 et du 3 mars 2011. Soyons clairs, quel témoin proche du RDR va sérieusement avouer qu'il y avait des hommes armés pendant la marche du 16 décembre 2010 ou des rebelles présents autour de la marche du 3 mars 2011 ? Allons plus loin. Quel témoin du procureur va avouer qu'il était un combattant et que les blessures qu'il aurait subies le 16 décembre l'ont été dans des combats entre rebelles et forces de l'ordre ? Je ne fais ici qu'appliquer l'approche du procureur quand il essaie de deviner les motivations de ces témoins militaires et de l'appliquer aux témoins des faits. Si on suit le procureur sur les militaires, il faut suivre le procureur et appliquer cette méthode aux témoins des faits. Cette approche simpliste du procureur, qui consiste à croire ce qui irait dans son sens et ne pas croire ce qui ne valide pas son narratif, l'amène à avoir une vision totalement contre-intuitive de la crédibilité. Il préfère ignorer les témoins les mieux placés pour établir ce qu'il s'est passé, pour privilégier le récit de témoins qui ne pouvaient pas objectivement savoir ce qu'il se passait dans les hautes sphères décisionnelles. Prenons un exemple, celui du rôle allégué de Dadi pendant la crise. À son propos, le procureur affirmait que, et je cite le paragraphe 486, excusez-moi une seconde. Pardon. Et donc je cite le paragraphe 486 de la version traduite du MTB, Trial Brief du procureur. Le commandant du BASA à l'époque était le colonel Rigobert Dadi, membre de la structure parallèle, qui recevait ses ordres directement de Laurent Gbagbo et conseillait ce dernier sur les questions militaires, y compris les tirs d'armes à feu, et auquel Laurent Gbagbo avait confié la sécurité d'Abidjan. Fin de citation. On imaginerait que le procureur apporte, au soutien d'une telle affirmation, plusieurs sources sérieuses, officielles, qui se corroboreraient, venant par exemple de hauts responsables. Il n'en est rien.
La source principale du procureur est un subordonné du colonel Dadi, P239, qui relate, et je cite, ce sont les transcrits T167 à la page 48, ligne 2. Donc je cite, « Oui, il a dit que lui recevait des ordres du président Gbagbo directement, qu'il était l'homme fort de la situation, que le président Gbagbo avait confiance en lui. Il lui a même confié la sécurité d'Abidjan, qui lui faisait confiance. Et que tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Que c'est ce que le président lui disait qu'il faisait. Et que lui était le conseiller militaire du président Gbagbo. Donc c'est eux qui décidaient. » Fin de citation. C'est donc seulement en se basant ce qui apparaît être une fanfaronnade, une vantardise d'un chef d'unité qui se fait valoir devant ses hommes d'être quelqu'un d'important, que le procureur affirme l'existence d'un lien direct entre le président Gbagbo et le colonel Dadi. En procédant ainsi, le procureur passe sous silence le fait qu'aucun de ses témoins militaires n'ont fait mention de Dadi comme d'un responsable de la sécurité d'Abidjan. Le procureur privilégie donc le témoignage d'un soldat de base, un subordonné de Dadi, et le substitue au témoignage de responsables militaires de l'époque, uniquement parce que ce témoignage va dans le sens de son narratif. Notons que dans sa réponse, le procureur n'apporte absolument aucun nouvel élément pour corriger cette absence de preuve du rôle de Dadi pendant la crise. Au contraire, il persiste et signe. Ainsi, il affirmait en audience le mois dernier, et je vous cite le transcrit T223, page 11, lignes 24 à 28. Le témoin 239 a indiqué que les discours du colonel Dadi, dans lesquels il parlait de sa proximité avec M. Gbagbo, et le fait qu'il ait reçu des instructions directement de M. Gbagbo. Rien dans son témoignage ne remet en question sa capacité à faire les observations qu'il a indiquées à la Chambre. Le témoin 239 a donné des informations de première main sur ce qu'il a vu et entendu. Fin de citation. Mais le procureur passe ici à côté de la chose importante. La question n'est pas que P239 ait ou non entendu le colonel Dadi dire ces choses-là. La question est de savoir si cela suffit pour alléguer de la réalité du rôle de Dadi pendant la crise. C'est comme si dans mes cours de droit à l'université,
je me vantais d'être le professeur le plus important, que je connaissais personnellement le recteur de l'université, que j'organisais tous les cours de l'université parce que le recteur me l'avait demandé. Et que uniquement sur la base du témoignage d'un de mes étudiants, qui rapporte ses propos, on estime que ce rôle est vrai, objectivement, sans faire aucune vérification. On voit bien ici le manque de rigueur de la démarche. Toujours sur ce point, le procureur indique dans sa réponse, et je cite le paragraphe 1629, « Laurent Gbagbo soutient que ces propos ne sont que vantardises de la part de Dadi, de sorte qu'on ne peut y ajouter foi. À cet égard, il ne propose aucun élément de preuve indiquant qu'il s'agissait de simples vantardises. » Fin de citation. Alors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il semble qu'il y ait une légère confusion de la part du procureur sur son rôle dans le présent procès. Ce n'est pas à la défense de démontrer qu'il s'agissait là de vantardises. Et puis, comment pourrait-elle le démontrer, puisque s'il s'agit de vantardise, il n'y aurait rien d'autre. C'est au procureur, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer qu'il ne s'agit pas de vantardise, qu'il a d'autres éléments pour confirmer, pour corroborer, pour établir la réalité de son allégation. Autre conséquence de l'approche du procureur. Il en est réduit à construire son narratif sur des témoins qui sont à l'évidence peu crédibles. Et c'est le moins qu'on puisse dire, uniquement parce que ce qu'ils lui disent correspond à son narratif. Par exemple, comment est-ce possible de fonder quasiment tout son narratif sur le déroulé des événements de 2002 à 2010 sur un unique témoin, P48, un dirigeant du RDR, qui va forcément présenter une vision personnelle et politique des faits? Aujourd'hui, dans sa réponse au paragraphe 1424, le procureur tente de nous faire croire qu'il a d'autres sources testimoniales. Non seulement n'est-ce pas vrai, puisqu'il suffit de lire le MTB du procureur pour se rendre compte que tout le narratif politique des années 2002 à 2010 est fondé exclusivement sur les affirmations de P48, mais encore convient-il de constater qu'en disant cela, le procureur change son fusil d'épaule, puisque le représentant du bureau du procureur a été très clair lors de l'interrogatoire de P48. C'est exactement pour valider le narratif du procureur sur la période 2002-2010 que ce témoin a été appelé, à l'exclusion de tout expert ou historien. Ainsi, le représentant du bureau du procureur indiquait, à propos de la nécessité d'interroger P48 sur la période 2002 à 2010, et je vous cite les transcrits T53, page 67, ligne 1 à 3. C'est la seule occasion que nous avons d'entendre ce genre de témoignage.
parce que nous n'avons pas l'intention d'appeler à la barre un historien, un expert. C'est le seul témoin qui est à même d'en parler. Fin de citation. Comprenons bien ce que nous dit le procureur. Pour lui, appeler un expert historien, pour lui, appeler un responsable politique du RDR équivaut à appeler un expert ou un historien dans une procédure pénale internationale. Autre exemple sur lequel il convient de revenir, P435. À écouter le procureur, P435 serait le plus crédible de ses témoins. Serait donc le plus crédible de ses témoins, le plus crédible des témoins du procureur, un marginal, ancien toxicomane, racketteur pour le syndicat des transporteurs, qui a passé 10 ans à se cacher de la police, dont le groupe a été interdit et ses membres pourchassés, serait donc le plus crédible des témoins du procureur. Un témoin sur lequel le procureur se repose pour tant d'allégations, mais qui rapporte quasi exclusivement des oui-dire de seconde ou troisième main, sans que l'on sache dans la plupart des cas comment il aurait bien pu acquérir telle ou telle information. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, il faudrait que je passe à un bref instant à huis clos partiel. Let's go into private session, please. Le Président, huis clos partiel, je vous prie.
Greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Jacob. Donc, en résumé, concernant P435, si c'est là pour le procureur l'un de ses témoins le plus crédible, l'on comprend bien de quoi est fait ce dossier. En réalité, le procureur tente vainement de sauver P435 d'un constat simple. C'est de loin son témoin le moins crédible. Est-ce vraiment sérieux que cela soit sur ce genre de témoignage, par un tel témoin, que la responsabilité d'un ancien président de la République est mise en cause? Et que vous demande le procureur? Il vous demande à votre tour de croire P435. Il vous demande à votre tour d'accepter qu'un dossier à charge contre un ancien président de la République soit construit sur les dires de P435 et de ses pareils. Un mot à présent concernant l'évaluation de la preuve documentaire. Le procureur vous invite à procéder de la même manière que pour certains de ses témoins. Si c'est accusatoire, on peut s'y fier automatiquement. Si c'est exonératoire, on doit forcément s'en méfier. L'exemple que le procureur nous a donné en audience est celui des rapports de police. Que nous a-t-il dit? Et je cite le transcrit T221, page 30, lignes 11 à 17. À cet égard, de l'avis de l'accusation, contrairement au rapport routinier, les informations à décharge concernant les actions de la police devraient être examinées avec beaucoup de prudence et de circonspection par la Chambre. Car en fait, nous n'avons rien fait de mal, et c'est très facile d'écrire quelque chose dans un rapport pour se disculper. Pour et les allégations contenues dans les rapports de police, selon lesquels des manifestants se seraient rendus à la RTI le 16 décembre 2010, ont été dispersés en utilisant des moyens conventionnels de maintien de l'ordre. Fin de citation. Pour le procureur, les rapports de police peuvent donc être crus, puisque comme nous l'avons soulevé dans nos soumissions écrites, il s'appuie beaucoup sur ces rapports de police, lorsque sont discutées des morts alléguées de personnes présentées comme des civils, mais absolument pas pour tout le reste. Les rapports mentionnent l'utilisation exclusive de moyens conventionnels, c'est-à-dire l'utilisation de gaz lacrymogène à l'exclusion de moyens létaux. Il faudrait, pour le procureur, l'ignorer. Ces rapports mentionnent l'ouverture d'informations judiciaires sur des incidents. Il faudrait, pour le procureur, l'ignorer. Ces rapports évoquent les violences et les meurtres commis par les rebelles. Il faudrait, pour le procureur, l'ignorer. Ces rapports évoquent l'intervention de la police pour calmer les populations. Il faudrait, pour le procureur, l'ignorer. Ces rapports évoquent que la police intervenait pour protéger les populations, quel que soit leur bord politique. Il faudrait, pour le procureur, l'ignorer.
Ces rapports évoquent les attaques armées contre les forces de l'ordre le 16 décembre et les jours suivants. Il faudrait pour le procureur l'ignorer. Et pourquoi faudrait-il ignorer tout cela? Parce qu'une fois encore, cela ne valide pas le narratif du procureur. Mais peut-être, tout simplement, ces rapports ont-ils été faits de bonne foi et ne font que refléter la réalité sur le terrain. Toujours aveuglé par son biais méthodologique, le procureur glisse sous le tapis et sans sourciller les incohérences de certains de ses témoins. Encore une fois, uniquement parce que ces témoins pourraient servir son narratif. Quel meilleur exemple que les témoins dont la déclaration antérieure a été admise? Voici la situation. Une personne est interrogée par les enquêteurs du bureau du procureur à un certain moment, après la crise, en 2012, 2013, 2014. Les enquêteurs font un résumé de cet entretien, qui ne fait d'ailleurs jamais apparaître ni les questions des enquêteurs, ni la teneur précise des réponses. Et le témoin signe ce résumé en disant qu'il est véridique. Arrive le procès. Cette personne est appelée comme témoin, et au début de son témoignage, devant cette cour, sous serment, cette personne affirme que tout ce qui est dit dans la déclaration antérieure est vrai. Et la déclaration antérieure est soumise au dossier. Pourtant, lorsque certains de ces témoins ont été interrogés en audience, il est arrivé qu'ils contredisent leur déclaration antérieure. Par exemple, un témoin a affirmé, dans sa déclaration antérieure, avoir vu de ses propres yeux, sur place, au carrefour Banco, les corps des femmes, le 3 mars 2011, pour ensuite expliquer en audience qu'il est rentré directement chez lui et qu'il n'a vu les femmes qu'à la télé. Et je vous renvoie pour la déclaration antérieure au numéro CIV-OTP 0020 0033, paragraphe 164 à 170. Et pour le transcrit d'audience, T111, page 44, ligne 28, à 45, ligne 7. Un autre témoin a dit dans sa déclaration antérieure avoir vu de ses propres yeux, les corps de ses fils le 12 avril 2011. Or, en audience, il est sans équivoque. Il n'a pas vu le corps de ses fils. Ce n'est pas un détail sur lequel on peut se tromper. Je vous renvoie à la déclaration antérieure CIV-OTP 0069 0069, paragraphes 40 à 42, et au transcrit T209,
page 67, lignes 4 à 28. Du coup, la situation est simple. Soit le témoin ment lorsqu'il dit que sa déclaration antérieure est véridique, soit il ment en audience. Surtout, nous n'avons aucun élément pour déterminer ce qui est vrai ou non. Et donc, aucune raison de croire une version plutôt qu'une autre. Dans ces conditions, le témoignage d'une telle personne ne peut tout simplement pas servir à fonder la moindre allégation. Le procureur tente, dans sa réponse, de sauver ses témoins de leurs contradictions et essaie de faire peser la responsabilité de sa propre faillite sur les épaules de la défense. Il dit, au paragraphe 504 de sa réponse, qu'il aurait été juste pour le témoin que la défense revienne sur ses contradictions en audience. Mais pourquoi ? Il n'appartenait pas à la défense de revenir, de faire cet exercice, dans la mesure où le témoin a juré sous serment que sa déclaration antérieure était véridique. Y revenir ne changeait rien, d'ailleurs, puisque même si le témoin devait changer de récit, la contradiction n'en resterait pas moins établie. Il ne s'agit donc pas d'être juste avec le témoin, mais d'être juste envers le président Gbagbo. Ces contradictions créent un doute qui lui bénéficie forcément. Monsieur le Président, je ne sais pas si on décale ou si on s'arrête à 13h, mais j'aborde un nouveau point ici. Et... Bon. Good. Le président, très bien. Alors, nous allons nous arrêter. Et puis, nous nous retrouvons à 14h30 pour la troisième session. Je lève la séance.